Elle est aussi porte-parole du collectif Hors de question, Or comme le métal. Et elle s'inspire beaucoup dans toute son action, à la fois de l'intelligence de la nature, mais aussi de la sagesse des peuples autochtones. Elle interroge beaucoup notre rapport à la nature, en particulier dans nos modes de gouvernance. Donc bonjour Marine, et merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Et puis à ma droite, Olivier de Scuter, que je ne vous présente plus normalement, mais que je vais quand même vous présenter aujourd'hui. Donc Olivier de Scuter est juriste, il est professeur de droit international à l'UC Louvain. Il a été pendant 6 ans, de 2008 à 2014, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et aujourd'hui, il est rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Olivier, à toi aussi, merci de nous faire le plaisir de ta présence aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ça commence bien. Je vais poser une première question. On va avoir 2 parties avant de vous donner la parole pour vous laisser aussi la possibilité de poser des questions à nos intervenants et intervenantes. Une première partie où on s'intéressera plus à quelques définitions en matière de droit, d'environnement et de justice. Et puis dans une deuxième partie, on s'intéressera plus spécifiquement au rapport des êtres humains et au rapport des êtres humains et de la nature au droit. Mais alors, donc pour cette première partie, je voudrais me tourner vers vous, Marina. Vous mobilisez plusieurs types de droits différents, en fait, et je voudrais commencer par faire un peu la distinction, et puis peut-être vous pourrez nous dire aussi comment vous articulez ces différents droits. Donc il y a d'une part les droits autochtones. Vous mobilisez aussi la notion de justice restauratrice, et puis la notion de droit de la nature. Alors qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les distingue ? Alors, bonjour à tous. Pour commencer par présenter un petit peu dans quel contexte je travaille sur ces sujets-là, ça a été dit, je suis porte-parole d'un collectif en Guyane française qui s'appelle Hors de question et qui s'est mobilisé notamment dans le cadre du projet Montagne d'Or face aux industries minières de taille industrielle, donc en Guyane française. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, notamment donc avec les réseaux de représentants autochtones en Guyane, pour me former en fait au droit coutumier amérindien, qui est un droit non écrit, qui est un droit oral transmis, et qui comporte tout un tas de choses très différentes du droit occidental, notamment eh bien, tout simplement l'absence de propriété privée sur la terre, qui est fondamentale dans les différences avec notre droit. Et ce droit, je pense, est très largement une source d'inspiration pour justement faire évoluer le droit occidental qui, on le voit aujourd'hui, a créé une forme de déséquilibre entre les intérêts privés économiques, notamment la liberté d'entreprendre, le droit à la propriété des entreprises ou d'autres droits, et qui aujourd'hui, on le voit malheureusement, porte atteinte de manière assez démesurée à l'intérêt général, à la protection des droits collectifs, à la protection du droit à la santé, à la sécurité, et tout un tas d'autres droits qui sont non humains, et notamment la question du droit de la nature, et donc les droits fondamentaux des autres que humains à exister, à voir leur santé respectée, au même titre que nous souhaitons que notre santé soit, elle aussi, respectée. Et donc, ce triptyque, droit de la nature, justice restaurative et droit coutumier amérindien, moi, il va, en fait, tous ces différents droits vont ensemble, collaborent, entretiennent en fait un lien étroit. Les droits de la nature, notamment dans le monde, on a parlé tout à l'heure tous les deux du cas de l'Équateur, sont une résurgence en fait justement d'une cosmovision autochtone, le droit de la Pachamama, le droit de la terre-mère ou d'autres droits comme le droit des sites sacrés, de la protection des droits des gardiens de la nature, bien relèvent en fait d'un rapport particulier au vivant, parfois animiste, parfois totémiste, parfois tout simplement un rapport de respect mutuel lié à un fort attachement émotionnel, empathique avec l'écosystème dans lequel on habite. Et cette idée de justice restaurative est aussi liée à cela. Elle est pratiquée notamment dans les cercles autochtones comme un moyen de ne pas opposer
la victime et l'auteur du dommage, mais d'essayer de concilier, d'essayer de rapprocher et donc d'éviter une forme de dualisme dans la justice, mais au contraire de se projeter vers une justice qui répare et non pas une justice qui punit. Et donc, c'est pratiqué notamment chez certains peuples autochtones au Canada pour éviter d'envenimer en fait des situations de conflit dans certaines collectivités et de faire en sorte eh bien, qu'en se parlant, en créant ce cercle de justice restaurative, eh bien, il puisse y avoir un retour à la paix au sein de communautés. Et aujourd'hui, c'est également une justice qui pourrait être mobilisée dans le cas de conflits environnementaux. Des conflits environnementaux qui parfois prennent des proportions extrêmement dures et extrêmement dures à résoudre dans le sens où malheureusement sont bien plus complexes, ont des origines coloniales, se rapportent à tout un ensemble de critères extrêmement durs à dénouer les uns des autres. Eh bien, l'idée de la justice restaurative vise justement à recréer une capacité de vivre ensemble. Et ça ne m'étonne pas que, du coup, dans la question féministe, ce soit important, parce que de la même manière qu'on ne peut pas sanctionner tous les hommes pour une éducation profondément patriarcale sur des centaines d'années, Vous voulez réagir à cette première définition, à cette première position de nos problématiques d'aujourd'hui? Alors d'abord, bienvenue à tous et toutes, et merci Sophie d'animer cette discussion. Ravi d'être en duo avec Marine. Et bravo évidemment à Delphine, Christophe et d'autres de leur travail pour ces rencontres de l'écologie politique qui sont une magnifique affiche. Est-ce que je veux réagir? Oui, moi je voudrais dire que de plus en plus, à défaut que les gouvernements prennent au sérieux leurs responsabilités à l'égard des populations et de la nature, on fait appel à la justice pour la défense de l'environnement. Marine parlait de l'Équateur. Je prends un seul exemple. J'étais en Équateur en discussion avec des gens qui travaillent sur une affaire qui concerne la pollution que Texaco, racheté par Chevron, a causé pendant plus de 30 ans dans ce pays, empoisonnant les sols, les cours d'eau au Pérou et en Équateur, dans une partie de l'Amazonie. Et ils cherchent justice à travers des actions qui, en fait, sont sur les tribunaux depuis pratiquement 30 ans, sans obtenir finalement justice, parce que les jugements qu'ils obtiennent, les arrêts qu'ils obtiennent ne parviennent pas à être exécutés, etc. Donc c'est un exemple, mais il y en a de plus en plus du recours à la justice pour défendre les droits environnementaux. Est-ce que la justice restauratrice est une voie prometteuse? Je n'en sais franchement pas assez pour le dire. Moi, simplement, je crois que parfois le degré de violence qui est exercé sur les communautés, sur l'environnement est tel que cela me paraît très difficile de parler ce langage-là et de convaincre celles d'en face de rentrer dans ce type de dialogue, de médiation, je ne sais pas comment il faut la qualifier. Moi, je vois des gens qui se battent sur la ligne de front, qui sont désespérés, des gouvernements sourds à leurs appels et qui utilisent la justice comme dernier recours. Et heureusement, il y a encore des juridictions indépendantes et ayant l'audace d'imposer au gouvernement certaines obligations et d'imposer des contraintes aux acteurs privés. Je pourrais en parler, je serais heureux de dire quelques mots sur la manière dont, en Europe et dans le monde, les droits humains sont de plus invoqués à l'appui de la justice environnementale, et aussi parler, oui, des droits de la nature. C'est tout à fait intéressant de voir comment cette notion, par exemple, en Équateur, sert aux institutions chargées de faire respecter la loi dans leur défense de l'environnement, sans qu'il faille pour cela passer par une plainte des personnes affectées. C'est ça l'intérêt principal de cette idée de droit de la nature, dont j'ai pu constater en Équateur qu'elle était beaucoup plus opérationnelle et utile que je ne l'avais au départ soupçonné. Merci.
Du coup, est-ce que ce recours aux tribunaux pour des causes environnementales, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une écologie judiciaire? Et vous évoquiez les limites, certaines limites à l'action des tribunaux en matière environnementale. Est-ce qu'on peut considérer que, malgré tout, porter plainte dans le système, puisqu'il y a la différence avec le système équatorien, mais disons dans le système européen, porter plainte, parfois porter plainte collectivement, est-ce que ça a quand même une utilité? Alors, je voudrais dire à cet égard d'abord que la justice environnementale monte en puissance de manière très notable, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Et de plus en plus, ce sont les droits humains qui sont invoqués à l'appui de ce genre d'action. Il y a une affaire célèbre qui a été une grande victoire dont beaucoup aujourd'hui s'inspirent. C'est l'affaire Urgenda devant les tribunaux néerlandais qui s'est conclue devant la Cour suprême des Pays-Bas en décembre 2020 par une décision forçant le gouvernement néerlandais à être plus ambitieux dans son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ceci a été obtenu par une ONG, Urgenda, ainsi que par des milliers de citoyens et citoyennes néerlandais qui dénonçaient les atteintes au droit à la vie et au droit à la vie privée et familiale sous les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on a, évidemment, chez nous encore, on attend dans quelques semaines la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Klimaatzaak, ici en Belgique, devant la Cour d'appel de Bruxelles. C'est une affaire qui est donc encore pendante. Et on a une série d'affaires de ce genre devant les juridictions françaises, devant la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, devant la justice britannique, etc. Donc on a cette montée en puissance qui est très spectaculaire et qui, au fond, traduit un manque de confiance dans la capacité pour les processus démocratiques d'offrir une réponse à la hauteur des enjeux en matière de crise environnementale. On constate de plus en plus qu'au fond, la démocratie est sans doute trop focalisée sur le court terme, que la capture du processus démocratique par les grands acteurs économiques fait qu'on ne peut pas véritablement faire confiance au gouvernement pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Et donc le juge est un peu le dernier recours vers lequel l'on se tourne pour, je dirais, ralentir cette course folle vers l'effondrement des écosystèmes. Ça fait partie d'un état de droit que d'avoir des juridictions indépendantes qui imposent, y compris à des gouvernements qui ont une légitimité démocratique, certaines contraintes. Après tout, les droits humains servent à cela. Ce sont des droits qui sont conçus comme devant protéger des droits fondamentaux, y compris de minorités, contre le souhait de la majorité. Et donc, il n'y a pas lieu de voir là quelque chose de complètement neuf ou de suspect. Il est tout à fait normal, dans un état de droit, que le juge vienne rappeler le droit au gouvernement pour que ceux-ci soient, au fond, respectueux de leurs engagements internationaux, que ce soit des engagements pris dans le cadre de négociations internationales débouchant sur des accords multilatéraux en matière d'environnement, ou que ce soit des engagements pris dans le cadre de la négociation de traités relatifs aux droits humains. Donc voilà, on pourrait peut-être détailler les controverses qui entourent ce retour ou ce recours au juge, mais c'est, je crois, une évolution très encourageante, avec tout de même deux difficultés que je me permets, en m'excusant d'être déjà trop long, de mettre en avant. La première difficulté, c'est qu'on est en même temps dans un contexte où les gouvernements, de manière inédite et choquante pour le juriste que je suis, disent ouvertement être prêts à mépriser la règle de droit, à ne pas se conformer aux décisions de justice qui sont rendues à leur égard. Je trouve ça absolument scandaleux. En Belgique, on le voit avec le non-respect de milliers de décisions de justice concernant l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile dans ce pays. Une secrétaire d'État ouvertement dit qu'elle ne va pas respecter
les injonctions qui viennent d'une juridiction administrative indépendante, ça me choque. Et je redoute que même si l'affaire Clément-Zag débouche sur une victoire, on ait ce type de réponse de la part du gouvernement. Donc ça, c'est une première nuance importante, c'est que si ces décisions de justice ne sont pas soutenues par des mouvements sociaux, accompagnées d'une pression des médias, de l'opinion publique, ils risquent de rester lettre morte. C'est une première limite importante. La deuxième limite, elle est plus subtile, elle est plus compliquée à expliquer. C'est que dans des négociations internationales, pour des gouvernements qui négocient des engagements dans un contexte multilatéral, il est plus difficile de le faire si on a une justice qui vous impose un rythme auquel avancer ou des mesures à prendre pour ralentir la course vers le collapse environnemental. Un gouvernement qui arrive à une table de négociation avec ses pieds et mains déjà liés par une décision de justice qui l'oblige à avancer à tel rythme, par exemple dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, est un gouvernement qui peut plus difficilement négocier des concessions de la part des autres États avec lesquels il négocie. C'était d'ailleurs un des arguments, Marine s'en souviendra peut-être, c'est un des arguments invoqués par les avocats des Pays-Bas, du gouvernement des Pays-Bas, qui disait, vous savez, si la justice néerlandaise nous condamne à avoir des objectifs plus ambitieux à l'horizon 2030, à l'horizon 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous, gouvernement des Pays-Bas, ne pourrons plus négocier dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique parce que nous n'aurons au fond rien à offrir à la table de négociation en échange de concessions faites par l'autre partie, que ce soit la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud. Et donc c'est un argument à prendre au sérieux. Moi je pense qu'on peut retourner cet argument, mais je suis tout à fait ouvert à la discussion, et je pense que c'est une discussion importante, parce que le contre-argument est de dire, une fois qu'on a les mains liées par un juge qui, au nom, par exemple, des droits humains, vous oblige à avancer à tel rythme, vous n'êtes plus en mesure de faire des concessions, et ceci, par conséquent, vous oblige, dans la négociation, à demeurer ferme et à ne pas faire des concessions qui iraient à l'encontre de l'engagement pris multilatéralement de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui évite tout bouleversement sérieux, dangereux des équilibres climatiques. Et donc, je crois que ça peut être aussi un argument dans une négociation de dire, moi, je ne peux pas reculer, je ne peux pas faire les concessions que vous attendez de moi, mais c'est ça un peu la difficulté, c'est de lier cette justice au plan national avec une négociation au plan international. C'est très intéressant parce que là, on voit aussi comment ces notions de droit et de justice viennent, et cette notion de justice restauratrice peut se jouer aussi au niveau international, aussi justement depuis les contraintes nationales. Donc je trouve ça intéressant. Marine, je voulais vous demander, est-ce que ça résonne chez vous, cette idée que le recours aux tribunaux de la part de citoyens dans les grandes affaires climat est le signe d'une forme de défiance ou de déception vis-à-vis des autres piliers de notre démocratie représentative, que sont le pilier exécutif et le pilier législatif? Mais en fait, si le citoyen peut saisir les tribunaux, il le fait néanmoins sur des aspects légaux, des arguments qui lui sont offerts finalement par comme vous disiez, pilier législatif, par le législateur. Donc, moi, ce qui m'a profondément marqué durant ma carrière, ma courte carrière, c'est la faiblesse en fait du droit actuel. Et c'est pour ça que je travaille sur la question des droits de la nature et que, avec l'association Wild Legal, on élabore des propositions juridiques pour intégrer les droits de la nature dans notre droit. C'est que, je vais vous citer un exemple, lorsqu'on se bat contre des entreprises minières et qu'on utilise le droit minier en vigueur actuellement en France, en fait, autant vous dire qu'on part déjà avec un boulet au pied. Parce qu'en fait, ce code minier, c'est l'héritage de Napoléon, d'une époque où, en fait, ce que Napoléon voulait faire, c'était la guerre. Donc, pour faire la guerre, il fallait des ressources minières. Pour avoir ces ressources minières, il ne fallait pas s'encombrer de considérations environnementales. À l'époque, ce n'était pas trop le cas. Eh bien, ce code, aujourd'hui, il a perduré pendant extrêmement longtemps, et c'est que
avec la loi climat 2021 qu'on a obtenu une révision du code minier et que le terme environnement est apparu dans le code minier. Chose irréaliste, étant donné que le droit minier et cette industrie lourde qu'est la mine, clairement un des secteurs les plus horribles en matière de protection de l'environnement. Il n'y a pas de mine durable, je préfère lever cette ambiguïté tout de suite. Donc, vous imaginez ma déception quand je constate à quel point on n'a pas les outils dans le code minier pour s'opposer à des projets aussi pharaoniques que Montagne d'Or. Je le rappelle, une mine d'or au fin fond de l'Amazonie française, 470 000 litres d'eau par heure, des centaines d'hectares de forêt amazonienne rasées, des dérogations à plus d'une centaine d'espèces protégées pour pouvoir ouvrir le site, du cyanure, des métaux lourds, des boues toxiques, enfin une aberration écologique de fond en comble. Ben, qu'est-ce qu'on avait pour faire face à ces entreprises? Honnêtement, juridiquement, pas grand-chose. Parce que le code minier est ainsi fait que l'État français s'est lié les mains, en fait, et doit délivrer des concessions minières à des personnes qui trouvent des gisements et qui peuvent, en prouvant simplement leur capacité économique et technique à exploiter un site, bénéficier de ces autorisations sans même, en fait, finalement, démontrer leur capacité aussi environnementale à protéger le site. Donc on se retrouve avec pas grand-chose pour aller devant la justice. Et donc ça, c'est vraiment un moment où j'ai compris qu'il fallait aussi profondément changer le droit en lui-même. Si on voulait que la justice soit forte, il fallait aussi renforcer les moyens légaux qui étaient à la disposition des citoyens. Donc avec notre association, on a pris le parti aussi de faire évoluer la loi pour fournir de véritables outils aux citoyens. Et c'est pour ça qu'on a notamment travaillé sur l'introduction du crime d'écocide dans le droit pénal français, pour doter les citoyens qui constatent des pollutions, eh bien, d'outils pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces crimes environnementaux. Et donc, on a notamment beaucoup travaillé au moment de la Convention citoyenne pour le climat à soutenir les propositions des citoyens et ensuite à faire beaucoup de lobbying auprès des parlementaires pour voir ce texte introduit dans le code pénal. Sans surprise, ça n'a pas été tout à fait du goût du gouvernement actuel, qui a complètement transfiguré, défiguré même notre proposition juridique. Il a amoindri, a fait passer l'écocide d'un crime à un simple délit et a fait en sorte, par tout un tas de critères, de l'affaiblir considérablement pour que justement ça devienne extrêmement difficile pour des personnes de se saisir de la justice dans des cas pourtant majeurs de destruction de l'environnement. Donc du coup, on voit à quel point aussi il y a évidemment que les citoyens ont cet outil de la justice qui peut leur permettre aujourd'hui d'agir, que ce soit d'ailleurs immédiatement ou en dernier recours. Mais en fait, il faut aussi avoir conscience de la faiblesse de notre droit, parce que le droit, il est fait par des humains. Il est fait par des humains et pour des humains. C'est une fiction que nous construisons. Et malheureusement, il y a des personnes, notamment dans ce qu'on appelle les lobbies, qui ont la capacité de murmurer à l'oreille de ceux qui écrivent la loi, et on se retrouve donc avec des textes qui sont pensés pour protéger certains intérêts plutôt que d'autres, et qui déséquilibrent profondément la loi à tel point que dans certaines situations, les citoyens et les citoyennes ou les associations environnementales ne peuvent pas agir. Et ça, il faut en prendre conscience. Et notamment, alors je parle plutôt du contexte français, moi ce qui m'alerte énormément, et c'est le cas depuis la mandature actuelle, il y a un détricotage aussi en règle qui se fait en matière d'intérêt, de capacité d'action en fait, des associations devant les tribunaux. On raccourcit les délais pour agir, donc les associations qui sont déjà complètement submergées par tout un tas de recours qu'il faudrait faire pour essayer de tenir les lignes, se retrouvent en plus, dans certaines situations, à avoir leur droit d'agir considérablement diminué par de nouvelles dispositions légales. Et on le voit, en fait, il y a une volonté de la part du gouvernement actuel en fait, d'empêcher l'accès aux juges pour les associations, pour les défenseurs de l'environnement. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour moi, parce qu'on l'a vu notamment en Guyane française, des restrictions qui peuvent conduire, en fait, tout simplement, à ce que des projets s'installent sans qu'on puisse valablement les critiquer en justice. Et on constate, dans le même temps, évidemment, aussi ce qu'on appelle simplification administrative. En fait, c'est surtout une régression de la participation et du débat public, avec notamment, on le voit par exemple là sur les politiques en matière d'installation des projets éoliens,
en France, il faut aller vite, il faut installer beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui trinque? Évidemment, la participation des citoyens, la capacité à avoir accès à ces informations environnementales. On veut faire trop vite, du coup, on néglige forcément la participation des citoyens. Et qui dit mauvaise participation des citoyens dit forcément un impact ensuite au niveau judiciaire. Parce que la prise de conscience, elle se fait aussi par la participation des citoyens, et l'action en justice, elle dépend aussi d'une certaine manière du fait que ces nouveaux projets, ces programmes soient visibles dans l'opinion publique, et l'opinion publique aussi, les associations. Oui, alors tu as mentionné énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais on va les prendre une à la fois. Et de faire rebondir Olivier aussi. La première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est cette idée que le droit est insuffisant. Parce que, Olivier, toi, tu insistes beaucoup, et tu l'as d'ailleurs mentionné, mais je voudrais t'entendre davantage là-dessus, sur le fait que les droits humains peuvent être un levier de protection de la nature, ceux qu'on a déjà définis comme étant des droits pour les êtres humains. Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec ce que dit Marine sur le fait que le droit est insuffisant? Est-ce que c'est un levier dont on pourrait se saisir davantage que ce qu'on ne le fait pour le moment? Ou est-ce qu'effectivement, il faut par ailleurs faire évoluer le droit? Non, moi je crois que le droit offre déjà des ressources importantes et sans doute en partie sous-estimées par les militants et militantes de l'environnement. Une prise de conscience de la capacité de faire appel au judiciaire croît quand même rapidement, parce que les canaux démocratiques ont montré leurs limites, je pense. Donc on est dans cette phase-là où le combat de l'écologie passe de plus en plus par le combat judiciaire. Mais je partage évidemment ce que Marine disait sur les limites du droit, et je le disais moi-même tout à l'heure dans mon intervention liminaire. Je pense que sans un mouvement social qui appuie ces évolutions et exprime les attentes de l'opinion publique, son impatience, les juges ne se sentiront peut-être pas légitimes à intervenir pour forcer l'exécutif, le législatif, à avancer plus vite pour ralentir la crise environnementale. Les juges sont plus sensibles qu'on ne le pense à l'état de l'opinion publique, aux attentes qui s'expriment dans les médias. Et il y a là, je dirais, un cercle vertueux. Les juges peuvent être légitimés dans leur action parce que l'opinion publique se mobilise derrière certaines causes, et ces causes elles-mêmes peuvent servir de point de ralliement à l'opinion publique. Les gens ont envie de s'investir autrement que par les grèves du jeudi et les manifestations du dimanche, et agir en justice. On l'a vu avec l'affaire du siècle en France, conduite par l'organisation Notre Affaire à tous de Marie Toussaint et d'autres. Les gens veulent aussi se mobiliser en étant partie à ces procédures judiciaires. En Belgique, Klimaatzaak, c'est des milliers de personnes qui ont signé pour être partie civile dans cette affaire. Donc je crois qu'il y a là une alliance encore en train d'être construite entre le pouvoir judiciaire et l'opinion publique, qui permet de contourner les blocages du processus de décision politique capturé par les grands lobbies. Et je suis évidemment tout à fait favorable à la démocratie, et je pense qu'il faut démocratiser la démocratie qu'on a. Mais reconnaissons que l'urgence climatique n'est pas vraiment prise au sérieux par les politiques jusqu'à présent, avec un discours qui est une nouvelle forme de négationnisme, si vous voulez, qui consiste à dire on exagère le danger, il y a d'autres priorités pour l'instant, les gens attendent surtout que leur pouvoir d'achat soit préservé, voire renforcé. Bref, toutes des manières de ne pas voir l'urgence écologique, et les juges sont là pour rappeler cette urgence précisément, et pour placer les exécutifs face à leurs responsabilités. Voilà, donc ça c'est ma réaction. Je partage le scepticisme quant au droit, et en même temps, je crois que c'est très prometteur comme piste,
parce que c'est une manière nouvelle de se mobiliser et de contourner ces blocages. Merci beaucoup. Donc, est-ce que justement l'émergence de cette notion, en tout cas dans le monde occidental, parce que peut-être il est en lien avec les droits autochtones, cette notion d'écocide qui émerge malgré les limites dans la loi en France, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre du point de vue judiciaire à ce déni politique de l'urgence climatique? Est-ce que c'est une bonne manière de répondre du point de vue judiciaire? Et comment ça se passe? Peut-être, Olivier, tu peux nous dire davantage comment ça se passe en Belgique par rapport à la France sur l'inscription de l'écocide dans la loi. Oui, alors, l'inscription du crime d'écocide dans la loi a des vertus qui ne sont pas purement symboliques, même si c'est aussi important du point de vue symbolique de dire c'est suffisamment grave aux yeux de la société pour qu'on qualifie cela de crime. C'est un signal qui est puissant, qui est envoyé à travers l'inscription du crime d'écocide dans le droit. C'est quelque chose pourquoi il faut se battre. Mais l'intérêt pratique, au-delà de cette dimension symbolique, c'est que cela permet aux autorités de poursuite, aux autorités pénales, au ministère public, d'initiative de poursuivre en justice des personnes qui se rendent coupables de ce crime, sans que ceci soit subordonné à l'identification d'un dommage dans le chef de telle ou telle personne qui prendrait, elle, l'initiative d'aller en justice, comme c'est le cas quand on recourt à la justice civile. Évidemment, on a depuis toujours des individus, des communautés qui font appel à la justice quand elles subissent un dommage résultant de la destruction de l'environnement dont elles dépendent. Mais quand on a un crime d'écocide dans le droit pénal, ça permet aux autorités de justice, chez nous c'est le procureur du roi, en France c'est le procureur de la République, d'initiative, à sa propre initiative, de lancer une procédure. Et c'est, du point de vue réputationnel, pour une entreprise par exemple, poursuivie en justice au pénal, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dommageable, je dirais même indépendamment du résultat final d'une procédure souvent longue et complexe. Donc voilà, alors en Belgique, on n'est pas encore arrivé à cela, même si quelqu'un comme Samuel Kogolati, qui en fait un de ses chevaux de bataille, se bat beaucoup pour cela. On a cependant une réflexion qui progresse vite à cet égard et on peut être optimiste pour les mois qui viennent. Et puis surtout, on a au niveau européen, le Parlement européen qui s'est prononcé, et Marie Toussaint, que j'ai déjà citée, s'est battue beaucoup sur ce dossier précisément, s'est prononcé pour que dans une directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal, on ait l'écocide qui soit mentionné. On va voir ce qui maintenant va résulter de cette avancée. Merci Olivier. Du coup, Marine, est-ce que ça veut dire que des mouvements comme Notre Affaire à tous, dans le futur, pourraient poursuivre les États pour écocide et donc, alors pas en France, puisque tu nous as dit que c'était un délit et pas un crime, mais potentiellement en Belgique ou ailleurs, surtout si l'Union européenne l'impose, poursuivre pénalement les États pour des questions de justice environnementale? Le but du crime d'écocide, c'est de poursuivre les personnes qui sont, je dirais, directement responsables. Donc, pas de se retourner contre les États. En France, par exemple, on ne se retourne pas contre l'État français au pénal. C'est pas comme ça que ça marche. L'idée est plutôt de s'en prendre à Total, à Monsanto, à toutes ces grandes entreprises qui, aujourd'hui, de par leur politique d'investissement ou leur politique de développement stratégique, causent des dommages graves, étendus et durables à la nature. Si, en revanche, l'écocide était inscrit, et c'est notamment une demande formulée et l'élaboration d'une proposition développée par la fondation Stop Ecocide au niveau international, pour inscrire le crime d'écocide dans le statut de Rome,
Donc, afin que la CPI, la Cour pénale internationale, puisse effectivement traduire des responsables d'écocide. Et là, ce qui serait intéressant, c'est effectivement qu'au niveau international, on ait un outil. Je vous donne un exemple, parce que c'était un exemple qui m'avait particulièrement marqué. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, on a passé quasiment tout un été à regarder l'Amazonie brûler, avec chaque jour le décompte des nouveaux feux, les disparitions en surface, en hectares, etc., que les médias nous affichaient quotidiennement, et on ne pouvait rien faire. Et à l'époque, Emmanuel Macron lui-même avait dit « c'est un écocide », et avait posé la question de la souveraineté nationale dans ce genre de situation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il avait dit il faut qu'on intervienne. Il avait organisé d'ailleurs un rassemblement de chefs d'État, notamment d'Amérique du Sud, pour parler de la question brésilienne. Qu'est-ce qu'on fait face à un dirigeant comme Jair Bolsonaro qui décide de brûler un commun, la forêt amazonienne, au détriment de l'humanité tout entière et des autres espèces qui sont bloquées sur cette planète avec nous. Donc il y a vraiment cette réflexion autour de quels nouveaux outils pour poursuivre des criminels environnementaux, qui s'accompagnent d'ailleurs très souvent de crimes contre l'humanité ou de génocide ethnique, comme on a au Brésil, et de disparition entière de peuples et de civilisations. Et donc il y a vraiment une réflexion sur les outils internationaux aussi que nous devons développer face à cet immobilisme juridique dans lequel nous sommes contraints, face à des politiques sociopathes qui prennent des décisions qui nous condamnent tous en termes justement de santé planétaire. Donc il y a différents leviers d'action, différents outils qu'on peut mobiliser. Et par exemple, avec Wild Legal, peut-être que vous avez vu passer, il y a 2 semaines, on a attaqué Total en justice, au pénal, justement, pour abstention de combattre un sinistre. C'est une première parce que cet article du Code pénal, il prévoit en fait une obligation, c'est comme non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire votre obligation d'agir pour protéger les intérêts d'autrui. Bien, nous avons choisi d'aller au pénal contre Total pour abstention de combattre un sinistre, étant donné que Total sait pertinemment le péril dans lequel nous conduit sa politique d'investissement dans les énergies fossiles, et n'a rien fait, non seulement n'a rien fait, mais a essayé de masquer son crime, et en plus de ça, continue, annonce de nouveaux investissements, 9 milliards au Suriname annoncé le mois dernier, Total, Tilanga, qui continue malgré les forte mobilisation des citoyens, heureusement d'ailleurs, contre ce projet. Et donc, voilà, il y a des outils juridiques qu'il faut mobiliser aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que le droit pénal est extrêmement important, justement sur finalement, cet impact sur la réputation des entreprises est fondamental. Parce que Total et ces grandes entreprises sont régulièrement attaquées aux civils, ça ne leur fait pas du tout peur. Les peines ne sont pas conséquentes, l'impact réputationnel n'est pas assez conséquent. Ce but de montrer que nous avons franchi les lignes rouges en termes de comportement de personnes comme Patrick Pouyanné qui annonce à Jean Jouzel il l'a entendu, mais la vraie vie, c'est le pétrole, que sa vraie vie à lui, c'est les investissements, les énergies fossiles. Enfin, ça laisse complètement muet, quoi, face à autant finalement d'aveuglement. Et donc, dans ce genre de situation, je pense qu'il est extrêmement important de saisir le juge pénal, parce que là, on a des comportements qui Total annonce 3 à 3,5 degrés de... C'est sa stratégie climatique. C'est-à-dire que son comportement nous emmène non pas à 1,5, 3,5, et que 3,5, on le sait, c'est plus d'1 milliard de morts avant 2100. Si ça, c'est pas un comportement de sociopathe, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, il faut vraiment faire en sorte que le juge pénal se saisisse de ce genre de déclaration, parce qu'en fait, ça a des conséquences humaines, pas juste en termes de santé. Là, on parle de mort imminente de populations entières. Et donc, il est absolument indispensable que dans des cas où justement des comportements, notamment d'entreprises, sont directement ou indirectement responsables de mort, eh bien qu'on traîne en fait ces criminels devant les tribunaux comme il se doit. Merci beaucoup. Olivier, je voudrais te faire réagir sur cette notion de mobilisation de notions de justice environnementale devant des tribunaux
pénaux internationaux. Est-ce que tu penses effectivement que c'est un outil qu'il faut créer pour pouvoir poursuivre des États aussi sur des questions environnementales auprès de tribunaux pénaux internationaux? Et est-ce que tu penses que ce genre d'outils pourrait modifier positivement les rapports, justement, dans ces négociations politiques internationales que tu mentionnais tout à l'heure, sur l'atteinte des objectifs qu'on se donne dans les COP? Oui, alors, comme Marine l'a rappelé, le droit pénal international s'adresse non pas aux États, mais aux individus qui se rendent coupables ou complices de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et peut-être demain un crime d'écocide. Dans le statut qui met sur pied la Cour pénale internationale, le statut de Rome de 1998, je le dis comme ça pour vous, Marine, on a déjà évidemment des clauses qui permettent, dans une certaine mesure, de prendre en compte les dommages environnementaux graves qui se traduisent par une sorte d'attaque indiscriminée contre une population civile. Et la procureure de la Cour pénale internationale qui avait à l'époque fait des déclarations en ce sens disait qu'elle allait accorder la priorité à ce genre de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre s'accompagnant de destruction de l'environnement. C'est vrai que le crime d'écocide serait un outil supplémentaire entre les mains de cette Cour, permettant de poursuivre des individus, y compris des ministres ou chefs d'État, pour écocide. Ce serait une avancée importante. Voilà, on a aujourd'hui ce dossier-là. Je crois que la piste la plus intéressante et qui est jusqu'à présent avancée, qui a avancé le plus vite, c'est quand même la piste des droits humains. On a devant la Cour européenne des droits de l'homme des affaires qui attaquent des États, pour le coup, pour ne pas faire suffisamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, au nom de l'impact que ceci aura sur les droits des populations, droit à la vie, droit au respect de la vie privée et familiale. L'idée est au fond de dire que, à défaut de faire davantage, on va tolérer des décès plus nombreux liés aux vagues de chaleur, liés à la pollution de l'air. On va obliger des personnes à se déplacer des lieux où elles vivent parce que les ruptures climatiques vont les obliger à bouger. Et je crois que c'est ça l'outil le plus concret qu'on peut mobiliser aujourd'hui. Je donne simplement un exemple. Au cours des 20 dernières années, on a estimé que les décès prématurés liés aux vagues de chaleur, c'est à peu près 10 000 personnes dans un pays comme la Belgique. Donc c'est très considérable et c'est des conséquences très concrètes déjà là. Donc il faut continuer de se battre pour que le crime d'écocide soit reconnu comme tel, mais utilisons aussi les outils qu'on a déjà et faisons progresser ces causes devant les tribunaux. Merci. Je voulais te demander, Marine, comment dire, pour poursuivre la discussion, justement, pourquoi, c'est un peu massif comme question, mais pourquoi tu vois une utilité à ces outils juridiques plutôt qu'aux actions directes, plutôt qu'à l'action politique de transformation du droit à travers le travail législatif? Pourquoi est-ce que pour toi ça passe par les tribunaux et ça a un intérêt immédiat de passer par les tribunaux pour revendiquer, enfin pour mener la cause écologiste? En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, au contraire, je trouve que quand on arrive devant le juge, c'est que d'une certaine manière, c'est déjà un échec. Non mais, parce que le juge, c'est l'homme du passé. Il constate, il voit les dommages. Et moi, j'ai tout sauf envie de passer des nuits blanches à écrire des recours. Hein. Vraiment, je vous le dis parce que je viens d'en faire une cette nuit. Justement pour un recours qu'on prépare contre l'État français, pour sa carence dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, qui a des conséquences directes, immédiates, sur la santé humaine, à cause de la pollution au mercure. Si je pouvais éviter d'en arriver là, je vous assure que ça me ferait extrêmement plaisir. C'est pas de gaieté de cœur qu'on va devant les tribunaux. Moi, c'est pour ça que je travaille sur les droits de la nature, parce que je pense que les droits de la nature sont au contraire un outil pour désamorcer des conflits en amont. Parce qu'on peut pas
malheureusement considérer demain qu'on sera capable de protéger les droits humains si on ne protège pas les droits de la nature. Je pense qu'il faut avoir conscience de ça. On ne pourra pas justement demain garantir notre droit à un environnement sain si l'environnement n'est pas sain. Et dire que nous avons le droit à un environnement sain, c'est oublier le corollaire logique qui est celui de dire que la nature a le droit au respect de son intégrité. La nature a le droit au respect de sa santé et de son bon fonctionnement. Et donc c'est ça qui moi, vraiment me guide dans ce travail-là. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai pris quelques livres aussi avec moi, parce qu'on essaye de démontrer qu'il y a aussi un intérêt politique et éthique derrière tout ça. On n'est pas une nation d'avocats, on n'est pas une nation de juristes. Notre but n'est pas de faire des recours, heureusement, je veux dire. Le but est de trouver une forme d'équilibre et de paix. C'est ça l'enviable dans tout ça. Et ce que j'aimais beaucoup, donc il y a un ouvrage vraiment fondateur du mouvement des droits de la nature qui s'appelle « Les arbres doivent-ils plaider ?» de Christopher Stone, qui est professeur de droit universitaire américain, qui écrit ses livres en 1972. Et il montre tout l'impact, surtout éthique et philosophique de notre droit. Parce que c'est vraiment le reflet de notre société. Et donc, il dit finalement, et il replace le mouvement, enfin la question de reconnaître des droits à la nature dans une logique aussi de développement humain, de progrès de notre société. Il rappelle que pendant une très grande partie de l'histoire de l'humanité, tout un pan de notre société est privé de droits. Les esclaves sont des objets, ils sont une valeur marchande, ils sont une force de travail, ils n'ont pas de droits, ils sont considérés comme des choses. Il rappelle que les femmes sont considérées comme des mineurs, comme des enfants placés sous la tutelle du mari ou du père. Et ça voulait dire quelque chose de notre société, une société profondément raciste ou une société profondément patriarcale, et qu'il a fallu combattre ça. Comment ? Par le droit, en réaffirmant les droits fondamentaux de chacun, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'égalité entre tous. Et il dit la question des droits de la nature, c'est pas juste une question juridique, c'est une question profondément éthique, c'est la question de notre rapport à tout ce qui nous entoure. Et considérer que nous vivons dans un monde constitué de choses où les seuls sujets sont les humains, eh bien c'est profondément choquant, moralement, philosophiquement parlant. Et donc il nous a, finalement, dès les années 70, il nous appelle à considérer le droit comme un outil social. Vraiment comme un outil social, avec cette idée de pouvoir se projeter dans un avenir qui soit souhaitable, qui fasse tomber la barrière entre les espèces, comme on a fait tomber la barrière entre les sexes, comme on essaye de la faire tomber, je dirais plutôt. Et donc du coup, il y a vraiment cette idée aussi du droit comme objet de lutte sociale, profondément ancrée justement dans le travail que nous devons faire pour revoir l'ensemble de notre société. Donc moi, je considère le droit comme un magnifique outil de mobilisation, pas uniquement pour aller devant les tribunaux, mais aussi parce que le droit, pour moi, c'est vraiment un marqueur de la société qu'on veut créer demain. Et donc, c'est surtout en travaillant dans l'évolution de ce droit qui s'accompagne forcément, en démocratie, d'un accompagnement, d'une profonde modification de notre société, qui a cette idée de droit comme, je dirais, un peu comme les racines, finalement, de la société. Et ensuite, on pourra peut-être penser justement à récolter les fruits de tout ce travail, à la fois devant les tribunaux, mais en fait tout simplement dans la paix qu'on a réussi à réinstaurer entre les hommes et la nature. Vous êtes d'accord, avant de passer la parole à la salle, Olivier, tu es d'accord avec cette notion de dire que le droit peut être un outil de paix, en fait, entre les humains et la nature? C'est une conclusion intéressante à notre conversation. Oui, je pense que c'est certainement une direction dans laquelle on doit avancer. L'inscription des droits de la nature dans le droit est d'abord venue des tribunaux dans des pays comme l'Inde, la Nouvelle-Zélande, avant qu'elle soit dans des constitutions comme en Bolivie ou en Équateur. Et ce qui est peut-être important à relever au-delà des aspects juridiques et des actions en justice que cela permet, c'est le message que cela envoie. Je suis très frappé quand même de voir combien notre manière de nous rapporter les uns aux autres et à la nature en Occident est une manière parmi d'autres et certainement pas la plus respectueuse et des rapports entre les gens et des rapports entre les espèces.
le travail de Philippe Descola, qui vient de son terrain fait précisément en Équateur, auprès de la communauté des Achuar en Haute-Amazonie, est un travail qui montre que notre naturalisme, c'est-à-dire le rapport que nous avons avec la nature comme, au pire, une ressource à exploiter, au mieux, quelque chose à conserver parce que ça sert nos intérêts, est en fait un rapport qui demeure extrêmement instrumental et qui nous met à distance de la nature comme si nous n'en faisions pas partie. Et il est très frappant de voir que dans d'autres cosmovisions, y compris chez les peuples autochtones d'Amazonie, le rapport est un rapport de partenariat. On parle parfois d'un rapport animiste, et ça paraît, cette expression, amener une connotation religieuse qui n'est pas nécessaire. La réalité, c'est qu'ils décrivent par exemple la forêt comme un être vivant. La forêt vivante est leur référence. Et ils comprennent très bien, bien mieux que nous, qu'on ne peut pas continuer à apprendre sans donner en retour pour que l'on puisse poursuivre ce partenariat. Et quand ils tuent des animaux, ils s'en excusent parce qu'ils comprennent que c'est certes nécessaire pour sa subsistance, mais que c'est important de rendre hommage à l'animal et de reconnaître sa dette, en fait, envers ce que la nature nous offre. Et j'étais vraiment frappé de voir combien cette idée de droit de la nature avait du sens pour, je dirais, redonner une certaine légitimité, une certaine visibilité à cette cosmovision alternative qui, si elle devait être plus répandue et mieux comprise de nous, transformerait radicalement notre manière de voir notre rapport les uns aux autres et à la nature, je pense. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que sinon on sort un peu de notre sujet, mais je pense que les aspects juridiques ne sont pas les seuls, ni même les plus importants dans cette reconnaissance des droits de la nature. Merci. Alors là, sur ces mots de conclusion, première conclusion de la part de nos deux intervenants et intervenantes, je vais passer la parole à la salle. Qui a une question? Ah, j'en vois plein. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer d'alterner la parole entre femmes et hommes, mais pour le moment, je vois une seule femme qui demande la parole, donc je vais te la céder. Ici devant, en vert. Ah, Claudine aussi après. Ici. Désolée, je reviens après. Il y a un micro, il n'y a pas de... La boîte est là, elle arrive. Merci beaucoup pour l'effort. C'est bon, vous m'entendez? Merci beaucoup pour ces échanges. C'était vraiment passionnant et vraiment toutes vos analyses étaient vraiment très stimulantes. Et le droit, c'est un outil intéressant parce que ça cristallise à la fois notre exigence démocratique vis-à-vis de nos institutions et notre impression que le droit n'est pas neutre et qu'il est fait par des humains et aussi dans des intérêts privés de lobby, etc. Petit fait là, juste pour décaler, mais on est en train de se demander si on ne va pas renouveler l'autorisation du glyphosate au niveau européen pour 10 ans. Donc là, l'enjeu des lobbies est énorme. Toutes vos analyses m'ont fait penser aussi aux luttes juridiques dans le cas des mouvements ouvriers et de l'outil du droit du travail. L'outil du droit du travail, des juridictions du prud'homme par exemple, et les difficultés de ces luttes-là aussi. Parce que pour faire interdire le travail des enfants à la fin du 19e siècle, pour faire réguler le travail de nuit, etc., ça a été aussi des longues luttes. Donc, est-ce que vous intégrez ces réflexions, ces comparaisons avec le droit du travail et le droit environnemental dans vos réflexions aussi? Un des trucs que ça montre aussi, c'est peut-être la difficulté à pointer la responsabilité individuelle. Je pense notamment au procès France Télécom en France, où en fait, c'était pas évident dans la direction de cibler qui était coupable ou non, et de trancher finalement. Donc il y a l'enjeu des recours, mais à la fin, il y a l'enjeu de la responsabilité très concrète et des conséquences que ça peut avoir. Et enfin, sur ce que le droit dit aussi de notre rapport aux institutions, etc. Très brièvement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une critique
à la fois anarchiste du droit, qui considère aussi que si on a eu besoin d'instituer du droit, c'est parce qu'il y avait des intérêts privés à défendre et que les HUAR n'ont pas besoin d'un tribunal administratif et d'un tribunal de commerce. Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'une critique marxiste du droit qui rappelle que le droit, c'est un outil au service de l'État capitaliste. Et donc là, dans le cas du glyphosate ou dans le cas de Total, finalement, c'est pas très étonnant que ça se heurte un petit peu et que le droit minier, il n'aille pas dans l'intérêt des populations locales, qu'on essaye de déplacer, etc. Parce que on a aussi, il y a cette vision-là du côté de l'État. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qui existent dans les réflexions sur le droit environnemental, dans quelle mesure vous les liez? Mais bon, c'est plus pour prolonger tout ça, pour vous embêter un peu, mais c'était vraiment très stimulant. Merci. Moi, je voudrais d'abord vous remercier et puis peut-être réagir sur 2 points très brièvement, parce que je suis vraiment en colère sur cette question du glyphosate. C'est vraiment un scandale. Rappelez-vous, en 2017, une autorisation de renouveler le glyphosate pour 5 ans avait été accordée, contre l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, du Centre international de recherche contre le cancer, dont les études scientifiques sont infiniment plus sérieuses que celles de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire d'une part et de l'Agence européenne des produits chimiques d'autre part, parce que ces 2 agences que je viens de citer, prennent en compte les études que les entreprises elles-mêmes fournissent sur la toxicité alléguée de leurs produits, alors que l'OMS prend en compte les articles scientifiques évalués par les pairs. Enfin, vous connaissez tous et toutes la rigueur du travail de l'OMS. Et d'autre part, l'Agence européenne des produits chimiques envisage le glyphosate sans le prendre avec tous ces coformulants qui en fait contribuent à augmenter la toxicité. Et nous nous sommes battus en 2017, à partir des données que l'OMS fournissait. J'ai moi-même écrit avec le soutien de l'OMS un mémoire en demandant que le Parlement européen agisse en annulation de la décision prise par les États membres, par le Conseil de l'Union européenne, parce que c'était une violation du principe de précaution. On met la santé des Européens et des Européennes en danger avec cette décision. Et les scientifiques le savent pertinemment bien. Et le projet de recours dénonçait aussi une atteinte très claire au principe de démocratie, parce qu'au moment même où le Conseil de l'Union européenne avait pris cette décision en 2017, était pendante une initiative citoyenne, Stop Glyphosate, qui avait recueilli le million de voix qu'il faut dans 7 États membres. Et avant même que les institutions se prononcent sur cette pétition, cette initiative citoyenne européenne, le Conseil de l'Union européenne, avec le mépris qui caractérise parfois ce type de décision, avait décidé de nous placer devant le fait accompli. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Le Parlement européen aurait dû agir en annulation, au lieu de quoi des compromis entre groupes politiques ont conduit à renoncer. Mais un des arguments pour lesquels on a renoncé à agir en annulation à ce moment-là, c'est on n'est pas prêt. On n'a pas développé l'alternative au glyphosate. Et les récoltes vont chuter, etc. Et qu'a-t-on fait depuis 5 ans? Rien. Et aujourd'hui, que nous dit-on, 5 ans plus tard? On n'est toujours pas prêt, on n'a toujours pas travaillé les alternatives. Et je trouve ça proprement scandaleux. Absolument. Je rappelle que la raison pour laquelle en 2017, le Conseil de l'Union européenne s'était prononcé pour un renouvellement de 5 ans du glyphosate, c'est un revirement d'un ministre allemand, d'ailleurs, qui avait passé outre l'autorité de la chancelière Angela Merkel à l'époque, un représentant de la CDU-CSU. Pourquoi ? Parce que juste à ce même moment, Bayer rachetait Monsanto et que les actions de Bayer allaient chuter si le glyphosate était déclaré hors la loi. Arrêtons d'être naïfs. Et donc moi je demande que le Parlement européen, aujourd'hui, fasse ce qu'il n'a pas fait en 2017, parce qu'il n'a pas osé le faire, c'est qu'il attaque en justice, devant la Cour de justice de l'Union européenne, en annulation, cette décision de renouveler le glyphosate, si elle est prise. Mais nous assistons là à un scandale sanitaire majeur, quoi.
Et je ne voudrais pas qu'on dise qu'on a été inactif. C'est un pur scandale. Vous êtes là face à le type même de décision qui appelle de notre part une mobilisation sans relâche. Voilà. Je vous remercie. Je suis désolé, je suis un peu en colère. C'est un peu hors de notre champ, mais ce dossier m'impressionne tant les choses paraissent claires, je veux dire, à qui veut bien ouvrir les yeux. Voilà, ouvrons les yeux. Je réagis sur un deuxième petit point. Je me calme un peu. Excusez-moi, mais parfois il faut laisser passer ses émotions, sinon... Sur l'analogie avec les combats pour le droit du travail, le travail décent, je trouve ça extrêmement juste. Et je pense que si les entreprises étaient gouvernées autrement, elles ne commettraient pas les crimes d'écocide qu'on les voit parfois commettre, et elles se comporteraient de manière beaucoup plus responsable. Une des raisons majeures, à mes yeux, pour lesquelles les entreprises ont ce comportement de sociopathe, Marine a utilisé ce terme non pas à la légère, mais parce que c'est la définition qu'on donne en psychologie, en psychiatrie, de ce que c'est que d'être un psychopathe ou un sociopathe, elles se comporteraient autrement si elles étaient mieux contrôlées. Aujourd'hui, que fait-on? On a des entreprises qui ont pour unique but de maximiser le profit à court terme des actionnaires et de s'assurer qu'ils aient un revenu sur leur investissement qui les satisfasse à la fin de chaque trimestre. On a renforcé cela encore en alignant la rémunération des hauts dirigeants des entreprises sur le cours de l'action, en les récompensant en stock option. En d'autres mots, plus l'action monte et plus Patrick Pouyanné est riche. Et il faut absolument que ces entreprises soient mieux contrôlées. Alors, même si on ne peut pas tout de suite généraliser l'économie sociale et solidaire pour qu'elle devienne le modèle de toute l'économie, parce que c'est ça vers quoi il faut aller, au moins prévoyons des mécanismes de veto au sein des entreprises, au sein des conseils d'administration, pour que des décisions qui sont nocives aux communautés, à l'environnement, à la santé des hommes et des femmes qui en seront victimes soient stoppées. On peut faire beaucoup mieux, et je crois que la démocratisation par l'association aux décisions stratégiques des travailleurs et travailleuses de l'entreprise, la démocratisation de l'entreprise peut être une direction dans laquelle aller. Tout à l'heure, je disais, il faut démocratiser l'État, démocratiser la démocratie, il faut aussi démocratiser la société, à commencer par ces entreprises. Merci beaucoup. Marine, est-ce que tu veux réagir tant sur la question de départ que sur les différentes interventions de Olivier? Je vais essayer de faire le lien un peu, parce que la question du droit des enfants et du droit du travail, elle est vraiment passionnante. Je commencerai par la question du droit du travail, parce qu'il y a un exemple que j'aime bien citer. C'est la question du Front populaire en France, avec la première fois des représentants des travailleurs qui peuvent porter leur voix par le biais de leur représentation jusqu'au grands patrons. C'était vraiment une des luttes du Front populaire, c'était d'obtenir ça. Je fais souvent le parallèle avec les droits des femmes, donc forcément... 1936, c'est ça, merci. Donc Front populaire, reconnaissance des représentants. Ensuite, et j'aime bien toujours faire ce parallèle, beaucoup plus tard, la représentation des femmes. Dans les conseils d'administration, l'obligation de 40% à minima de femmes dans les conseils d'administration. 2011. On oblige à la représentation des femmes. Pourquoi ? Pourquoi ? La question, elle est vraiment profondément politique. Pourquoi est-ce que le sexe doit être une question de représentation au sein d'un conseil d'administration d'une entreprise ? On peut se poser la question. Mais c'est là que devient très intéressant la question culturelle. C'est-à-dire finalement, et là je reprends ma casquette droit de la nature, puisque les entreprises, les travailleurs se sont fait représenter. L'idée derrière tout ça est évidemment d'être autre chose que de la main-d'œuvre, autre chose que des sans-visages en fait, d'avoir justement pour une fois un visage au regard des patrons, des dirigeants. Pourquoi les femmes ont intégré ces conseils d'administration? Pourquoi est-ce qu'on a fait rentrer cette diversité sociale, cette diversité de genre dans les conseils d'administration? Et pourquoi est-ce qu'on est toujours incapable de penser la biodiversité dans nos conseils d'administration aujourd'hui? Pourquoi la nature
ne siège pas dans le conseil d'administration de Pouyanné? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un gardien du climat, de la biodiversité, qui siège pour représenter les intérêts des non-humains dans nos conseils d'administration? Parce que je rebondis sur ce que tu as dit sur la gouvernance. La gouvernance, elle est essentielle. Si on ne représente que des intérêts court-termistes, humains, économiques dans un conseil d'administration, c'est évident que les décisions ne seront pas bonnes pour la nature. Or, aujourd'hui, on le voit, hein, avec l'effondrement du vivant, c'est aussi des répercussions économiques immédiates. Ça a été le cas déjà pour le Covid, hein, qui est une conséquence environnementale indirecte. Mais en fait, avec le dérèglement climatique, avec toutes les catastrophes en chaîne qui vont nous arriver, évidemment, ça va avoir des conséquences. Et donc, il serait plus que temps que, justement, dans les gouvernances d'entreprise, on prenne la pleine mesure de l'importance de représenter le vivant dans nos conseils d'administration pour changer complètement les stratégies d'entreprise et faire en sorte tout simplement que les entreprises reviennent à l'intérieur des limites planétaires, réintègrent les mécanismes du vivant dans leur stratégie d'évolution. Pour faire le parallèle entre, je fais tout, parallèle droit de la nature, droit des enfants, et encore une fois, rebondir sur ce que tu disais, la logique court-termiste et économique, elle est dictée par un monde qui est le nôtre, malheureusement, aujourd'hui, qui nous enferme, qui nous empêche de penser en dehors, justement, de ce critère économique qui semble tout régler, tout enfermer. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'horizon de pensée si ce n'est pas économiquement viable. C'est un peu, finalement, ce que dit Patrick Pouyanné, en disant il y a la vraie vie. Parce que lui, sa vraie vie à lui, c'est un tableur Excel avec les rendements des actionnaires et être sûr qu'il soit bien conservé dans son poste et qu'il puisse continuer ce travail. Donc, je veux dire, tant qu'on ne pense pas l'après-économie, forcément, on est emprisonné là-dedans. Et la dernière fois, il y avait un journaliste qui me posait la question, mais alors, est-ce qu'il va falloir donner une valeur monétaire à la nature, comme on a pensé les crédits carbone, etc., pour pouvoir sortir de l'exploitation de la nature? Et je faisais un peu le parallèle avec finalement le droit des femmes aussi. C'est est-ce que finalement il faudrait payer les maris pour qu'ils arrêtent de taper sur leurs femmes? Non, mais c'est la même chose. Je veux dire, donc vous allez payer en fait des gens pour protéger la nature parce que vous considérez que finalement il est tellement banal et institutionnalisé de détruire le vivant que vous allez récompenser ceux qui ne le font pas. Comme on viendrait finalement dire à un homme, bravo, c'est vraiment extraordinaire, tu tapes pas sur ta gonzesse. Bon, génial. Mais en fait, est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut? Et je grossis les traits volontairement parce qu'en fait, ça montre la grossièreté de la pensée dans laquelle on s'enferme quand on pense à travers le biais uniquement économique. Et en même temps, il faut relativiser. Moi, il y a quelque chose que je faisais le parallèle avec le droit des enfants tout à l'heure parce que justement, en travaillant sur l'évolution des droits des enfants et en ayant une conférence comme aujourd'hui avec une avocate spécialisée dans le droit des enfants, elle m'a fait prendre conscience qu'il y avait des parallèles assez intéressants. Le fait notamment que, en fait, toute la construction des aides familiales soit bâtie en fait sur l'idée que on doit mettre un terme, on voulait mettre un terme au travail des enfants, pas particulièrement parce qu'on avait une très grande considération des enfants. Je veux dire, en fait, c'était de la main-d'œuvre qui arrivait à un âge à peine majeur, déjà quasiment handicapé par la lourdeur en fait, du travail qu'on leur faisait faire dans les usines textiles et autres, et qui étaient en fait des adultes ensuite non viables pour tout le reste de leur vie. Donc il a fallu les envoyer à l'école et éviter qu'ils se retrouvent corporellement incapables d'assurer ensuite un travail en tant qu'adultes. Donc on a pensé l'école aussi de cette manière-là. Progressivement, l'idée que les enfants ont des droits s'est installée dans notre société. Avant, les enfants étaient le bien du père et une force de travail pour le foyer. Et donc, par exemple, la question des allocations familiales est venue en fait compenser la perte de revenus du fait justement de la reconnaissance d'un statut particulier à l'enfant. Et donc, et parfois, et l'analogie est possible aussi d'ailleurs avec les esclaves, regardez le scandale du fait que les esclaves ont dû acheter leur liberté au moment de l'abolition de l'esclavage et payer leur maître qui les a esclavagisés pour sortir des champs et du travail des récoltes, c'est incroyable. Et pourtant, c'est parce que justement, il y a cet enfermement économique qui justifie du coup une période de transition et
Et la question de savoir, du coup, est-ce qu'il faut financiariser la nature pour lui reconnaître des droits, elle est particulièrement pertinente si on se pose la question de prendre du recul sur comment on en est arrivé à reconnaître des droits aux enfants, comment on est sorti de l'esclavage. Est-ce qu'il faut penser une transition par le biais économique sans penser l'économie comme une fin, mais comme un moyen pour arriver à cette utopie qui est la reconnaissance des droits de la nature et une société en harmonie avec le vivant. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'analogies dans tous les sujets que vous avez soulevés justement et qui font cette question de justice restaurative et environnementale. Merci beaucoup à tous les deux. Je propose de prendre 2 questions maintenant de 2 personnes différentes et puis on fera réagir les intervenants. Ici, devant. Et puis, Claudine, tu avais une question aussi ? Oui, merci. En fait, ce que je réalise plus que jamais, c'est que vous avez le métier qui nomme les choses. Et je me souviens, Olivier, au moment de ton combat contre la malbouffe, moi je travaillais aux cliniques Saint-Luc et je discutais avec les médecins. J'ai dit comment ça se fait que c'est un juriste qui dénonce la malbouffe et pas les médecins. Et donc je me rends compte que l'importance du droit, et donc pour aussi réagir à ce que vous avez dit tantôt, vous n'êtes pas là pour être devant les juges, vous êtes là pour en fait nourrir le débat. Et j'ai en tête évidemment la phrase qu'on a peut-être tous, c'est la phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au mal. Donc je pense que votre première fonction, c'est peut-être de dire les choses. Je pense à un autre moment, quand il y a eu les lois sur l'autopsie, mon beau-frère que tu connais sans doute, Jacques Firenze, a dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une case autopsie à côté de mort suspecte et mort naturelle? Donc ça c'est un réflexe de juriste de nommer, de mettre des mots sur les réalités. Sur la vie réelle de Pouyanné, donc parce qu'il parle de la vie réelle, et là je suis embêté parce qu'en fait ici c'est pour ça que j'aime bien Jancovici. Jancovici, chaque fois qu'il parle, il dit mais sans les lumières, sans nos habits, il y a du pétrole dedans. Donc lui, il se repose là-dessus. Je ne pense pas qu'il n'a que en tête, les patrons n'ont que en tête le résultat des actionnaires et l'augmentation de leurs revenus. Je crois que l'augmentation de leurs revenus, c'est peut-être une manière d'acheter leur conscience, mais ils sont très conscients de ce qu'ils font. Donc comment sortir? Et c'est pour ça que je m'attendais aussi à ce qu'on parle de Descola et de la nature. Et il y a eu des jeunes qui ont fait des choses assez chouettes il y a 4-5 ans. Nous ne sommes pas là pour défendre la nature, nous sommes la nature qui se défend en attaquant des sièges de D'Ieteren au moment du scandale des moteurs truqués ou des lobbies. Et là, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut mettre en lumière l'activité de lobby. Il y a une loi sur le secret des affaires. On se souvient à quelles conditions les parlementaires étaient autorisés à consulter les milliers de pages des accords du TTIP en s'engageant à laisser leur GSM de côté et en étant tenus au secret. C'est absolument scandaleux, parce que c'est eux qui dirigent le monde. Donc, il y a un combat entre les activistes et les actionnaires qui est complètement disproportionné. Les actionnaires sont soutenus par les gens qui sont dans les isoloirs et qui votent extrême droite. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Et je pense que vous pourriez... c'est le boulot des journalistes, le boulot de... Mais je pense que les médias ne font pas du tout leur boulot de ce point de vue-là. Je suis vraiment en colère et je vais encore me disputer avec Baptiste ici, mais les médias font... J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, qui dit le MR, donc parce que c'est une question de pondération dans le service public, le MR a interdit qu'on parle des questions écologiques parce que c'est faire une publicité gratuite pour le parti écolo. Et je pense que c'était vrai partout. On a évolué, mais on ne fait pas encore le lien entre la météo et le climat. On a une manière de parler des événements climatiques. Et du coup, la question que vous avez pour nos intervenants. Alors maintenant, ma question. Alors maintenant, je résume tout. Je suis obsédé par le rapport entre logos et nomos. Il y a économie et écologie. Aujourd'hui, on est d'accord, l'économie devrait être au service de l'écologie, mais l'écologie, est-ce que c'est vaste, un peu comme les sciences précises et les sciences molles? Je ne sais pas. Donc vous aussi, de nouveau, les juristes sont un peu entre les deux mondes des sciences précises, des nomos et du logos. Donc ça, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, je serais comblé. Merci. Et alors Claudine, qui est juste derrière. Oui, merci. J'allais poser une question à Marine, mais elle y a déjà répondu, c'est-à-dire de mettre en évidence toute l'histoire des droits du travail et les droits des femmes, parce que je pense que là, il y a 2 mouvements sociaux qui ont fait basculer le XXe siècle vers plus de justice, malgré toutes les horreurs.
Et de ces deux mouvements sociaux, je pense que nous avons beaucoup à apprendre en termes d'écologie politique, parce que nous sommes seulement à l'aube de la construction du mouvement social qu'est l'écologie politique. Et donc il y a de quoi s'inquiéter, mais aussi de quoi se réjouir, parce qu'on a beaucoup à apprendre. On peut être des syndicalistes du vivant, ou des gardiens et des gardiennes, comme vous l'avez dit, Marine. Et je crois que là, on a une pensée à construire en termes non pas seulement d'indignation, mais vraiment de réseautage et de structuration de nos luttes. Et donc, pour avoir été un peu syndicaliste et un peu féministe dans ma vie, je pense que c'est important aussi de célébrer et de nommer des victoires. Donc je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un ou deux exemples de lutte pour une justice écologique que vous pouvez juste citer, on ne va pas la raconter. Merci. Troisième, ok. On va prendre une troisième question. Monsieur, au milieu de la salle. Tu es prêt? Vous êtes prêt? Oui. Merci. Oui, je voulais en revenir au concept de justice restaurative. Donc moi, c'est un concept que je ne maîtrise pas du tout. Et donc je voulais savoir, pour vous, en quoi cette nouvelle notion pouvait servir justement le droit environnemental, le droit de la nature, et, enfin, voilà, le combat pour écologique, entre guillemets. Merci. Je vais passer la parole à Marine, peut-être, pour commencer. Je vais essayer de répondre aux trois questions, désolée. Alors, sur l'économie et l'écologie, c'est évident, en fait, pour moi, qu'il y a, au-delà de l'économie stricte, je dirais, pensée par les économistes et appliquée peut-être par les entreprises, la question, du coup, de l'influence de l'État sur les politiques économiques. Je crois qu'il faut des outils de planification, que ça, c'est de la responsabilité de nos gouvernements de planifier. Aujourd'hui, par exemple, on va ouvrir en France tout il va y avoir pendant des semaines des débats autour des lois de finances, chaque année, comme chaque année. Hein. Et la question de savoir est-ce que notre argent public va aller dans la poche justement de Total et des grands pollueurs pour financer en fait les énergies fossiles, ou est-ce qu'on va diriger cette manne vers la transition écologique, faire en sorte de construire une vraie résilience sur nos territoires, elle est fondamentale. Et donc, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait bâti aussi une société dans laquelle une activité peut être parfaitement destructrice, autant socialement que écologiquement, et être parfaitement fondée, économiquement parlant, tout à fait viable sur le plan de vue économique, et en plus tolérée d'un point de vue administratif, voire encouragée par nos politiques. Et c'est là que je pense qu'il y a un grave problème, c'est que, moi je le raconte dans mon livre, en Guyane, ce que j'ai vu, c'est que les mines d'or, les forages pétroliers, maintenant les incinérateurs de bois, puisque en France on veut mener une politique de valorisation de ce qu'on appelle la biomasse, c'est en fait du bois qu'on met dans des centrales, du bois qui appartient à des arbres qui ont des centaines d'années, qu'on va incinérer pour faire recharger nos téléphones portables. Toutes ces activités sont profondément légales, alors qu'elles sont d'une dangerosité sans nom. Et donc, pour moi, il y a vraiment une importance. Alors, on avait pendant justement la Convention sur le climat, proposé la création d'une haute autorité aux limites planétaires qui permettent, en fait, de passer par le crible des limites planétaires, l'ensemble des lois, des règlements, des programmes, et donc de la planification politique de notre territoire à travers ces 9 limites planétaires pour définir si oui ou non elles sont compatibles. Si non, dans ce cas-là, elles ne doivent pas se faire. Et elles doivent être redirigées vers un respect de ces limites planétaires. Donc pour moi, tout va en fait derrière cette question de l'économie doit être sous l'écologie. C'est évident, elle doit être compatible en fait avec l'écologie. Et il s'agit en fait de le faire drastiquement décroître les activités qui sont incompatibles avec les limites planétaires. Je ne sais pas si je dois répondre aux 3 ou... Non, mais parce que pour une bonne nouvelle, il y en a eu une chouette en France cette semaine dans l'affaire de Magnolia. Et il se trouve qu'il y a une jurisprudence très intéressante pour qui travaille sur les droits de la nature. C'est que il y avait un conflit autour d'un magnolia, un très beau magnolia, qui cachait la vue à les voisins et puis qui était adoré, chéri par d'autres.
et les voisins gênés parce qu'ils voyaient pas très bien la lumière, parce qu'ils trouvaient le magnolia trop gros, ont été devant les tribunaux. Il y a énormément ce genre de cas en France. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais nous, c'est désastreux. Le contentieux des haies en France, c'est un sujet en soi. Et donc, ils demandaient tout simplement à ratiboiser ce magnolia qui ne leur plaisait pas. Bon, et le juge, dans cette affaire, c'est très intéressant, a considéré que couper ce magnolia était un préjudice écologique, parce qu'il peut atteindre à la fois la continuité de la trame verte, la continuité écologique sur ce jardin, et en plus que ça apportait du coup un préjudice à l'intérêt collectif, cet arbre faisant partie d'un collectif, mais aussi ayant un impact positif sur la vie des habitants humains et non humains. C'est très intéressant, parce que nous, évidemment, depuis le temps qu'on dit qu'il faut reconnaître l'arbre comme un sujet, et en plus de ça, lui reconnaître que justement toute atteinte à ces sujets est un préjudice écologique, c'est génial. Je pense que ça va nous faire, en tout cas nous on va l'utiliser évidemment dans les tribunaux, parce que on va attaquer, comme je vous disais, la France. Alors là pour un cas de préjudice beaucoup plus large sur le marronnier, et de montrer que justement dans les tribunaux les mentalités changent, et c'est pas juste un magnolia. C'est un être vivant, doué de sensibilité, qui fait partie d'une communauté complexe et qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc nous sommes non pas propriétaires, mais gardiens. Ça, c'est vraiment un travail de fond. J'aime beaucoup le travail sur ça de Maître Hartenstein, qui est notaire en Moselle, et qui fait un extraordinaire travail avec une association qui s'appelle La Voix de l'Arbre, par le biais justement de contrats, mais aussi par le biais de... comment on appelle ça ? J'ai un trou de mémoire. Quand on fait avant de mourir, son testament. Voilà. Vous savez que vous pouvez protéger en France vos arbres par le biais de testaments, et c'est très puissant en fait, ou les obligations réelles environnementales, autres leviers juridiques qui l'utilisent. Voilà, il y a vraiment un travail de fond à faire sur le fait on n'est pas propriétaire de la terre qu'on habite, on en est profondément gardien, et il faut mobiliser des nouveaux outils juridiques pour ça. Et le fait que dans les tribunaux ça bouge aussi, c'est très 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 intéressant. Voilà. Oui, merci. Alors, ceci ne marche plus. Si, ça marche. Donc d'abord, merci à Stéphane Lagasse pour sa question économie, écologie, très intéressant. Une des stratégies gagnantes de l'économie a été depuis la moitié du 19e siècle de se présenter comme une science aussi exacte et précise que les sciences naturelles, et en présentant ces lois comme étant des lois naturelles. Alors qu'en fait, les institutions de l'économie sont des institutions faites par les hommes et les femmes qu'on peut changer. On peut avoir une économie différente. Mais on ne peut pas tricher, par contre, avec les sciences de la Terre et avec les lois écologiques. Donc c'est en ce sens que je rejoins évidemment Marine sur l'idée que l'économie doit être placée au service de l'écologie et non pas l'inverse. Mais il y a une confusion des genres qui s'installe, non seulement par ce qu'on pourrait appeler une naturalisation des lois économiques, mais aussi par une prétention complètement démiurgique à changer le vivant. Je veux dire, qu'on s'intéresse aux manipulations génétiques, au transhumanisme, à la géo-ingénierie, etc. Il y a des fantasmes de nier les lois de la nature au nom de la toute-puissance du génie créateur de l'humain. Et donc, c'est extrêmement important de rappeler cette hiérarchie qui devrait nous donner une boussole vers laquelle orienter les réformes économiques. Et de ce point de vue-là, je rejoins une fois de plus Marine en m'excusant de ne pas lui apporter la contradiction comme il le faudrait, mais de ce qu'elle a dit sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Je relève qu'elle n'a pas juste parlé de cela comme une victoire tenant au fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou plus de femmes que par le passé dans les organes de décision. Ce féminisme-là, qui se rassurerait par, je sais pas moi, l'élection d'Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne ou la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, n'est pas suffisant. C'est une demi-victoire. Si on ne parvient pas aussi à changer la manière dont ces institutions fonctionnent, ce féminisme
restera le féminisme des 1%, si vous voulez. Et donc, je crois que c'est vraiment important que l'on prenne au sérieux le fait que la manière dont nous avons transformé le monde en ressources et les uns et les autres en instruments à utiliser au service de nos propres projets de vie, c'est profondément destructeur. Et j'ose espérer que la féminisation de la politique va amener un changement là-dedans. Merci. Sur cette note d'espoir, je vais vous donner à chacun un mot de conclusion. Oui, c'est déjà le moment de conclure. En vous demandant simplement qu'est-ce qui a été apporté par votre copanéliste qui va vous rester en tête pour le reste de la journée. Olivier, alors. Je peux vous laisser une minute de réflexion. Hein. Ça peut être la question du public. Hein. Non, moi, ce que Marine a dit me touche évidemment beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui sont au front et qui utilisent le droit comme instrument de transformation sociale. Je crois que c'est effectivement un outil parmi d'autres dont on doit s'emparer. Vous savez, on dénonce souvent le fait que les écologistes ont des vues un peu utopiques, mais ne sont pas dans la réalité de la vie concrète et n'ont pas de solution très concrète à apporter. C'est cela que Patrick Pouyanné répondait à Jean Jouzel. Moi, je suis dans la vie réelle, comme si ces incendies en Grèce ou au Canada n'étaient pas la vie réelle aussi. Enfin bref. Mais ces utopies, je terminerai simplement par là, ces utopies, elles font aussi partie de la réalité. Les entretenir, les cultiver, les traduire en initiatives concrètes, c'est notre devoir. Et donc je remercie Marine de demeurer utopique quant à ce que le droit peut offrir. Merci beaucoup. Il y a effectivement mais ce besoin peut-être moi je relie beaucoup aussi utopie avec esthétique finalement parce que j'ai la chance en tant que juriste dans mon travail en fait de me soucier très peu de la légalité. Je me pose rarement la question de savoir si quelque chose est légal, ça m'importe peu. La question de savoir est-ce que c'est beau, est-ce que c'est souhaitable, ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là où, en plus, je fais... ce qui m'a marqué, c'est ton coup de gueule. Parce que c'est cette question du glyphosate qui finalement nous prend aux tripes aussi, je pense. Parce que ça nous emmène dans un monde profondément injuste, un monde moche. Je veux dire, où les gens sont... Bon, là, il y a quelques jours, on a eu enfin un enfant qui a été reconnu comme victime. Il est né avec un préjudice corporel. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui développent des maladies gravissimes comme Parkinson, et c'est pas juste une personne, c'est l'ensemble de leur famille qui pâtit, qui accompagne ces gens pendant des dizaines d'années dans une mort terrible. Donc je trouve que c'est en fait beau de voir des réactions viscérales comme la tienne, se dire c'est profondément injuste, il faut agir en justice. Et là où, finalement, on a envie de combattre le beau, je dis c'est un beau symbole d'espoir de se dire la justice, c'est pas juste définir ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal, c'est aussi tendre vers le beau. Et je crois que tu en as fait la parfaite illustration en disant, voilà, faut pas s'excuser pour pousser un coup de gueule parce que c'est important de pouvoir dire ça, c'est injuste, je me lève contre, je proteste et je vais en justice, j'attaquerai, je demande à l'État ou au Parlement de prendre ses responsabilités, parce qu'on ne peut pas placer les gens dans cette situation, on ne peut pas nous envoyer dans le mur collectivement sans attendre de nous qu'on proteste et qu'on se soulève. Et donc je pense que c'est un peu aussi une forme de restauration, d'une paix intérieure, d'exprimer cette violence, cette colère juste et saine, comme tu l'as fait tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vous invite à vous lever et à quitter la salle, fumer le calumet de la paix et à devenir gardiens et gardiennes de la nature, comme nous y invitent Marine et Olivier aujourd'hui. J'en profite.